Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet, il fait beau, il fait chaud, mais surtout on parle encore de Mercato, c'est le sujet du jour. Alors vous m'avez pas mal sollicité parce que c'est vrai que quand je parle de Mercato, je fais des formats plutôt courts pour des shorts, des TikTok, des Insta, en faisant du Mercato idéal, en ciblant 3 recrues en 1 minute 30, 2 minutes, je résume ma pensée, c'est court et concis, j'ai pas le temps des fois de développer, d'aller assez loin sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais faire pour la première fois un Mercato idéal en format long. On va se poser tranquillement pour évoquer évidemment un gros club, une équipe qui a remporté beaucoup de trophées et qui va continuer à en gagner, personne n'en doute, c'est le Paris Saint-Germain. Ce qui est bien, c'est qu'on est mi-juillet et que le PSG n'a pas forcément lancé son mercato, il n'y a pas eu d'arrivée, pas trop de départ, donc on se dit que ça va être un cas très intéressant de voir comment le Paris Saint-Germain va aborder ce mercato en tant que champion d'Europe. On sait que la priorité, c'est le banc, il faut améliorer la rotation, on l'a vu notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, que pas mal de joueurs étaient en souffrance, qu'ils étaient carbonisés, et on voyait la différence en face avec un Chelsea qui pouvait faire entrer beaucoup plus de joueurs majeurs de force vive. On se dit que le PSG va donc devoir améliorer son banc de touche, sa rotation. On est tous d'accord, je pense, pour dire que le 11 est fiable, solide, que Luis Campos et Luis Enrique ont monté une très très belle équipe. On va donc se poser un petit peu pour évoquer ce mercato idéal été 2025 du Paris Saint-Germain avec 3 temps. D'abord l'état des lieux et les besoins, les ventes à venir et évidemment, ce qui vous intéresse le plus, les recrues, quel nom j'ai choisi. Alors vous le savez, dans Hors-jeu, on a déjà fait cette vidéo, cette catégorie de mercato idéal du PSG. J'avais annoncé plusieurs noms. Vous allez retrouver encore une fois, j'ai modifié aussi certaines choses, donc voilà, il n'y aura pas non plus trop de spoil de surprise, mais je vais expliquer poste par poste ma réflexion, ma logique, ma stratégie pour le PSG, histoire de continuer à grandir et surtout de gagner en Europe. On commence donc avec l'état des lieux, où en est le Paris Saint-Germain mi-juillet. L'équipe parisienne sort de cette Coupe du Monde des clubs, va reprendre l'entraînement début août, avec déjà un premier match officiel contre Tottenham, la Super Coupe d'Europe, le 13 août, donc il va pas falloir trop tarder à faire venir des recrues, à voir aussi l'état de l'équipe, s'il n'y aura pas trop de joueurs fatigués, parce qu'il n'y a pas une coupure qui est très très longue, donc ça va être intéressant de voir comment le staff médical du Paris Saint-Germain, qui a très très bien bossé depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est vrai que je le dis souvent, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs majeurs qui sont blessés lors des rendez-vous cruciaux, fatidiques, donc ça c'est important. Désormais, place au mercato, on sait que le PSG aura encore une fois une belle enveloppe, que c'est impératif de recruter, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques trous dans l'effectif, que certains joueurs n'avaient pas des remplaçants, et quand je dis quelques trous, évidemment on parle du Paris Saint-Germain, donc on sait qu'il y aura toujours des joueurs pour dépanner, des personnes comme Zaïre Emery qui peuvent jouer latéral droit, ou des Diti parisiens qui sont intégrés par Luis Enrique, mais on se dit que le PSG, avec son étiquette de vainqueur de Ligue des Champions, peut quand même encore une fois améliorer ses remplaçants, et ça va être pour moi l'objectif principal du PSG cet été. On va donc se pencher d'abord sur l'effectif parisien. Où en est-il au moment où j'enregistre cette vidéo le 18 juillet 2025? On peut voir qu'il y a évidemment un 11 titulaire qui se dégage, à part peut-être toujours la question de Barcola, Doué, Gvara, mais en tout cas on a l'impression que c'est bien figé. Il y a des joueurs qui étaient peut-être en débat il y a quelques mois, comme Fabian Ruiz ou Donnarumma. Là j'ai l'impression qu'ils font à peu près l'unanimité, qu'on n'a pas trop envie de se séparer, parce que ça a très très bien marché pour eux, notamment en Ligue des Champions. Du coup, c'est vrai qu'on va plutôt se pencher sur les remplaçants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui sont en dessous des titulaires, qui vont être amenés à partir. Je pense forcément à Presnel Kimpembe, dont l'état physique pose toujours question. Je pense aussi à Lucas Beraldo, qui a déclaré son envie de partir juste après la finale de la Coupe du Monde des clubs. Lucas Hernandez à gauche, qui peut également dépanner en défense centrale. Pareil, pour l'état physique, ça n'a pas toujours été rassurant quand il a été aligné, notamment en Ligue 1. Et puis, des joueurs comme Kang In Lee, qui ont une belle cote sur le marché, qui pourraient lui aussi s'en aller. Après, il y a quelques jeunes, notamment j'ai mis le petit Noam Camara à droite, même si c'est plutôt un central, mais c'est pour vraiment essayer de vous dire, si je prends 11 titulaires et 11 remplaçants, qu'est-ce que donne le PSG? On peut voir que quand même il y a des postes qui méritent d'être renforcés, histoire de pouvoir jouer sur tous les tableaux. En plus l'an prochain c'est une année Coupe du Monde, ça va être sérieux pour les internationaux, ils vont devoir se préparer avec leur sélection, donc pour moi il y a vraiment ce besoin vital pour le Paris Saint-Germain de recruter et de pouvoir doubler pas mal de postes. En plus je pense aussi à Hakimi qui aura la CAN en plein milieu de la saison avec le Maroc, une CAN qui tombe où il y a même des matchs de Ligue des Champions en janvier, donc il faudra prendre un remplaçant fiable et peut-être pas bricoler tout le temps avec Zaïre Emery ou même João Neves qui a aussi rendu quelques services à ce poste. Donc voilà où est-ce qu'on en est. J'ai pas inclus, et on va en parler juste après, des retours de prêt, parce que pour moi les retours de prêt, je vois aucun joueur qui serait Lucho compatible que Luis Enrique aura envie de réintégrer, que ce soit Kolo Muani, Renato Sanchez ou Skriniar. Pour moi leur histoire avec le Paris Saint-Germain est terminée. Ça va être un mois et demi assez intense pour Luis Campos, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à régler dans le sens des arrivées et des départs, et justement on va commencer déjà avec les joueurs à faire partir.
Comme je vous l'ai dit, on pense souvent qu'il y a beaucoup de boulot pour un directeur sportif du Paris Saint-Germain quand il s'agit de recruter des joueurs, et c'est le cas parce qu'évidemment on sait que le PSG a un portefeuille quasi illimité, même s'ils peuvent pas faire n'importe quoi à chaque mercato, mais on a aussi des joueurs qui ont été recrutés avant, qui sont toujours présents, il y en a d'autres qui reviennent de près, et là ça va être pas mal de travail, d'ingéniosité pour réussir à les sortir du PSG, parce qu'encore une fois je répète, il y a des joueurs qui ont des très très beaux contrats, 500 000 euros, 600 000 euros, il y a des salaires vraiment qui donnent le tournis, il y a des formules à trouver, est-ce que finalement on casse le contrat mais on paye des indemnités aux joueurs, est-ce qu'on repart sur un prêt, est-ce qu'on tente de trouver un terrain d'entente avec une équipe. On sait aussi que le PSG ne peut pas faire des prêts illimités, qu'ils ont été embêtés il y a quelques mois avec notamment le cas de Cher N'Dour et de Kolo Muani qui devaient rejoindre la Juventus, et ça avait été bloqué un petit peu parce que le PSG avait atteint son nombre maximal de prêts. Et justement, j'ai commencé à vous parler de ces retours de prêts et ils sont nombreux, je m'en étais pas rendu compte parce que moi dans mon esprit quand je faisais les départs, je parlais plutôt des joueurs qui étaient dans l'effectif actuel, les Beraldo, Kimpembe, Lucas Hernandez, mais finalement le PSG a accumulé beaucoup de joueurs qui sont de retour au centre d'entraînement à Poissy. Ça a été dit par le Parisien. Évidemment ils s'entraînent plutôt avec le groupe Espoir, histoire de se remettre en forme et puis de pourquoi pas commencer à préparer leur départ. Donc on a donc Skriniar qui revient de Fenerbahçe, Asensio d'Aston Villa, Kolo Muani de la Juventus. On sait que la Juve vient de faire Francisco Conceição à 30 millions d'euros et cherche une formule idéale pour faire et Sancho et Kolo Muani, donc pas évident du côté des Turinois de trouver l'argent et puis le compromis pour faire tout ce beau monde. On a Carlos Soler qui revient de West Ham, Moukiel de Leverkusen, Renato Sanchez de Benfica, et puis des jeunes, il faut pas oublier Ousni du Havre et Moscardo de Reims. Comme je vous l'ai dit, je pense pas que Luis Enrique gardera un seul de ces noms, c'est des joueurs qu'il a déjà eu sous ses ordres et qui a eu très peu de temps de jeu, qui avait été relégué soit sur le banc, soit en tribune. Donc pour moi évidemment il va falloir trouver des solutions pour ces 8 noms. Il y en a qui gardent quand même une très belle cote sur le marché, je pense que le prêt d'Asensio à Aston Villa c'est plutôt bien déroulé, Kolo Muani à Juventus ça a aussi été concurrent durant les 5 mois qu'il a passé en Serie A. La seule limite que je vois évidemment à tout ce beau monde, ce sont les salaires, parce qu'on parle de joueurs qui palpent, qui touchent beaucoup, donc il va falloir être très malin pour trouver des points de chute et surtout convaincre ces joueurs de baisser leurs prétentions salariales, à voir désormais comment l'état-major parisien va trancher cas par cas pour trouver des solutions avant la fermeture des différents mercatos début septembre. Donc voilà, on vient de voir un petit peu les différents retours de prêt, Nordi Moukiel, Renato Sanchez, Skriniar, Asensio, Kolo Muani, mais on a aussi des joueurs à faire partir dans l'effectif actuel. Je vous l'ai dit, ce sont plutôt des remplaçants, certains frustrés par leur temps de jeu, d'autres parce qu'ils n'apportent pas les garanties nécessaires d'un point de vue sportif. On a donc d'abord le cas de Beraldo, qui a acclamé son envie de départ juste après la défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. C'est un joueur qui est évalué à peu près 25-30 millions d'euros. C'est un défenseur qui appartient à la sélection brésilienne. Peut-être ça vient de là, son envie de partir, jouer un peu plus pour convaincre Carlo Ancelotti de l'emmener dans les 23 ou 26 de la liste brésilienne pour le prochain mondial en Amérique du Nord. En tout cas, d'un point de vue sportif, Beraldo en tant que remplaçant, ça peut le faire pourquoi pas, même si on n'a pas toujours eu toutes les garanties nécessaires. Quand on a fait appel à lui, des fois ça a été de très bonnes performances, notamment contre Aston Villa en Ligue des Champions, ou aussi contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça a été plus difficile contre Chelsea récemment, ou même on se souvient de ses performances contre le Barça l'an dernier. Après on se rappelle que c'était un jeune joueur qui arrivait du Brésil. Donc pour moi, Beraldo, s'il veut partir, pourquoi pas. Je pense qu'on peut trouver mieux dans la rotation, satisfaire ce besoin. Je pense que ce serait une solution idéale pour les deux parties. On est quand même sur un jeune joueur parce que Beraldo n'a que 21 ans, il est international brésilien, il a une qualité de relance qui est intéressante. Donc pour moi, un club de première ligue, par exemple un nouvel ambitieux comme Sunderland, ça irait parfaitement. En plus, c'est une certitude, ils ont les moyens pour s'offrir ce type de joueur. On continue à avancer sur la défense centrale et le chantier à venir. Avec le départ de Presnel Kimpembe, je suis content de voir qu'il ait pu rejouer. J'ai l'impression qu'on ne retrouvera jamais le gros Kimpembe qu'on avait au tournant des années 2010-2020 qui s'était affirmé comme un très très bon défenseur central au Paris Saint-Germain et aussi en équipe de France. C'est regrettable pour lui, mais pour moi, si Kimpembe va avoir une chance de relancer un petit peu sa carrière, il faut un départ. Moi, je me dis qu'un club qui pourrait lui donner un petit peu plus de chance, de temps de jeu, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner plusieurs matchs à haute intensité? C'est pas sûr. Je pense notamment à Samuel Umtiti qui s'était bien relancé du côté de Lecce en Serie A, qui est revenu au LOSC et qui malheureusement a pas pu retrouver ses meilleures sensations. Quoi qu'il arrive pour Kimpembe, je sais que l'hiver dernier, ça parlait pourquoi pas d'une arrivée à Rennes en prêt. Moi, je me dis qu'il pourrait partir libre et se relancer. Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que ce serait plus loin? À voir. Mais pour moi, Kimpembe a fait son temps en PSG. Malheureusement, je n'y crois plus pour lui qu'il puisse rejouer pleinement à 100% un jour.
Autre sujet sensible en défense, c'est bien sûr Lucas Hernandez qui touche un très gros salaire, 1 million d'euros mensuel, donc c'est quand même assez conséquent. On sait qu'il y a eu des grosses blessures qui ont quand même diminué son potentiel physique. Après, pourquoi pas toujours dépanner en tant que remplaçant, il peut jouer à gauche, il peut jouer en défense centrale, c'est quand même intéressant, mais à ce prix-là, c'est quand même très très cher. On sait que si Nuno Mendes se pète, c'est lui qui devrait être aligné sur le terrain, et il y a quand même une grosse différence entre les deux joueurs en 2025, donc pourquoi pas faire partir Lucas Hernandez. Là pareil, la question de son salaire, bon courage pour réussir à convaincre des clubs, c'est pour ça que je pense forcément à l'Arabie Saoudite. On sait que son frère s'est engagé là-bas, ce serait une belle histoire pour les deux de se retrouver ensemble. Quoi qu'il arrive, je me dis une petite indemnité de départ en Arabie Saoudite pour 10 millions d'euros, ça arrangerait tout le monde. Si le PSG veut continuer son projet, rajeunir son effectif et aller sur des joueurs plutôt à fort potentiel que des cadres qui ne donnent pas satisfaction à 100%, évidemment pour moi Lucas Hernandez, c'est le moment idéal de le faire partir. Enfin, dernier sujet à évoquer en défense et pas des moindres, le gardien de but. C'est vrai que Donnarumma en numéro 1 et Safonov en numéro 2, j'ai le sentiment que la hiérarchie est assez dégagée. Par contre, on a toujours Tenas qui est là, Arnaud Tenas, le gardien espagnol. Moi, je l'avais plutôt bien apprécié lorsqu'il avait fait ses premières apparitions avec le PSG en 2023-2024, sauf que là, il est passé 3e dans la hiérarchie et il ne joue plus du tout. Et pourtant, c'est un jeune gardien, il a un jeu au pied intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que Luis Enrique l'a fait venir et qu'il compte encore sur lui visiblement. À mon avis, un prêt serait la formule idéale d'un point de vue sportif pour Tenas qui pourra grandement apporter à une équipe de Ligue 1 ambitieuse par exemple, ou un retour en Espagne pour lui. Tenas, ça reste un jeune gardien qui a besoin de jouer et c'est pas au Paris Saint-Germain qu'il aura ce temps de jeu vu que Donnarumma a vraiment pris un envol incroyable. Enfin, dernier joueur à faire partir pour moi parce qu'il n'a pas non plus offert tellement de prestations renversantes, c'est Kang In-lee, l'international sud-coréen qui est arrivé il y a 2 ans. C'est vrai que c'est un joueur qui peut pareil dépanner en sortie de banc, tout ça, mais on n'a jamais eu ce petit truc en plus, ce frisson supplémentaire pour se dire que Kang In-lee, soit il sera un titulaire indiscutable au PSG, soit il peut vraiment pleinement apporter dans ce rôle de 12e, 13e ou 14e homme. Donc pour moi, un départ de Kang In-lee, ça arrangerait tout le monde également. C'est un joueur qui garde une belle cote sur le marché des transferts, ça reste jeune. On sait que Naples s'intéresse à lui, le Naples de Conte. C'est un joueur aussi qui pourrait intéresser des clubs de première ligue, espagnol, parce qu'il a évolué là-bas. Après, évidemment, c'est un joueur qui touche un très beau salaire, 600 000 euros. Ça reste aussi un montant de transfert à négocier, j'imagine aux alentours des 30 millions d'euros. Donc Kang In-lee, c'est pas facile de le sortir du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup de conditions à prendre en compte. Mais pour moi, en tant que remplaçant, il m'a pas toujours convaincu. Après, c'est un peu comme Lucas Hernandez, s'il reste, on fera avec lui. Mais dans son intérêt d'avoir un peu plus de temps de jeu, et puis pour le PSG de trouver quelqu'un de plus fiable à 100%. Donc pareil, pour moi, Kang In-lee, il a fait son temps, c'est le moment de partir. Donc voilà, en résumé, les départs attendus avec Kimpembe libre, Beraldo aux alentours de 30 millions d'euros. C'est vrai que les fourchettes de prix, voilà, je me suis appuyé sur leur valeur de marchande sur Transfermarkt, sur les prix que j'ai pu voir dans la presse. Lucas Hernandez 10 millions d'euros, Kang In-lee 30 millions d'euros et Tenas en prêt. On récupérerait 70 millions d'euros, ce qui est pas rien pour le PSG. Ça permettrait de financer un certain défenseur central ukrainien par exemple. Et là, pour le coup, sur les départs, j'ai pas mis le montant des joueurs qui sont de retour de prêt parce que c'est trop flou de savoir quelle formule qui va vraiment partir. Mais on peut se dire qu'on pourrait doubler la somme, je pense, avec notamment du Kolo Muani, du Asensio qui gardent une belle valeur marchande sur le marché des transferts. Donc voilà, ça c'était mon opinion sur les départs attendus. Désormais, c'est l'heure, vous pouvez sortir les popcorn. Place aux recrues que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain pour la saison 2025-2026. Alors du coup, qui doit-on faire venir au Paris Saint-Germain cet été? C'est une équation pas évidente à résoudre parce que, je vous l'ai montré, on a un 11 titulaire au PSG qui est assez fort, qui a montré vraiment son talent, sa maîtrise technique, son sens du collectif, et du coup on se dit que Luis Enrique ne voudra pas trop bouger cet équilibre, cette hiérarchie, mais on a quand même besoin de faire venir des joueurs pour la profondeur de banc, pour la rotation, sans les frustrer, parce qu'on parle de remplaçants potentiels ou de joueurs qui seraient amenés à prendre la place d'un titulaire d'ici 1 an ou 2 ans, à l'image de Marquinhos qui devrait pourquoi pas s'en aller du Paris Saint-Germain à l'été 2026. Luis Campos va donc devoir résoudre cet équilibre pas évident, prendre des joueurs assez forts, mais pas trop quand même, pour rentrer dans ce collectif parisien, parce que les titulaires, ils sont bien installés, et ça va être difficile de les bouger. Après, on sait que le Paris Saint-Germain a de l'argent, a des ressources pour convaincre des joueurs, peut offrir de très très beaux salaires, donc on peut aussi jouer sur ça. Moi, j'ai choisi plusieurs postes évidemment à renforcer. D'abord, afin que vous puissiez voir ce chantier à venir pour le club de la capitale, je vous ai préparé le 11 des remplaçants, des joueurs qui seraient là après avoir tout vendu, donc les Hernandez, les Beraldo, les Kimpembe et les Kang In-lee. Donc on a Safonov au cage, on a le jeune Noam Camara qui a fait partie de la tournée du PSG lors de cette Coupe du Monde des clubs, on a Mayulu qui s'est montré à son avantage, notamment ce but en finale de Ligue des Champions contre l'Inter, on a également Zaïre Emery, alors c'est vrai qu'il a un petit peu stagné, qui nous a peut-être montré moins de choses qu'en 2023-2024, mais ça reste un tout jeune joueur, je rappelle c'est un 2006, il a encore largement le temps de progresser, de grandir, de montrer les choses, donc bien sûr que je le garde au PSG, et puis devant on a Barcola à gauche, pareil ce 12e homme qui peut prendre à tout
l'instant à la place de Doué ou Guevara. Gonzalo Ramos, alors c'est vrai que j'ai pas évoqué dans les départs Gonzalo Ramos, on est quand même sur un 9 qui peut marquer ses buts. On a vu quelques limites, notamment la Coupe du Monde des clubs, les matchs où il était titulaire en Ligue 1, mais on sait qu'il a toujours un ratio intéressant de buts, il marque sa dizaine de réalisations en Ligue 1. Moi je garde Gonzalo Ramos, je sais que certains Parisiens aimeraient bien le vendre, mais c'est toujours bien d'avoir un 9 de métier dans l'effectif. Et puis j'ai mis le jeune Ibrahim Mbaye. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de trous, que ce soit peut-être des jeunes qui vont être amenés à jouer. Vous vous rendez compte du coup qu'au moment de faire la liste de course, il y a quelques trous, en défense surtout, un milieu de terrain, un attaquant également, je pense que ça ne serait pas trop. On va aller en détail sur chaque profil que j'aimerais bien voir au PSG. On commence évidemment avec le cas du défenseur central supplémentaire, Ilian Zabarni. C'est le joueur qui est ardemment courtisé par le PSG, Luis Enrique Luis Campos. Alors c'est vrai qu'il y a un prix qui est assez conséquent quand même, on parlait de base de 50 millions d'euros, puis Bournemouth s'est montré assez gourmand. Ils ont aussi perdu Dino Hussein qui a renforcé le Real Madrid cet été, donc perdre leurs 2 centraux pour un club de PL, c'est quand même pas évident. Du coup, ils demanderaient 70 millions d'euros, c'est un effort à réaliser financier pour le PSG. C'est vrai que le dossier a un petit peu ralenti ces dernières semaines, on parle un petit peu moins d'une arrivée imminente de Zabarni, même si j'ai l'impression que c'est plutôt bien ficelé. On a évoqué d'autres noms, comme Joël Ordóñez, le jeune défenseur équatorien de Bruges, Antonio Silva, on a également le cas de Tapsoba, pourquoi pas Lukeba, Upamecano, ou même Thomas Araujo, que j'avais annoncé dans mon mercato idéal PSG pour hors-jeu. Moi, je reste quand même sur l'idée de faire venir Zabarni, ça me paraît tout à fait Lucho compatible, c'est un défenseur qui a été très très bon, très fort avec Bournemouth la saison passée, et puis surtout le potentiel de la charnière avec Pacho, vraiment on aurait 2 monstres à leur poste. Je me dis que Zabarni ça peut être un super coup. Alors évidemment le montant du transfert est assez cher, alors attention, je ne dis pas qu'ils ont changé de dimension parce qu'on parle quand même du Paris Saint-Germain version QSI où les clubs savent qu'ils ont les moyens et qu'ils peuvent dégainer de sacrés offres sur le marché. Faut pas non plus se risquer à ce jeu là, mais s'il y a un monde pour faire Zabarni, c'est quand même plutôt intéressant, je le trouve, pour le joueur qui pourrait continuer à grandir. Ça reste aussi un jeune défenseur central, et puis comme je vous le dis, pour préparer l'après Marquinhos, pour moi vraiment Zabarni il coche toutes les cases du défenseur idéal pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a un cas un petit peu particulier à évoquer puisque ce sont les doublures d'Hakimi qui va partir à la CAN en cours de saison avec le Maroc et puis Nuno Mendes qui a beaucoup joué. Du coup, je me penche sur 2 jeunes joueurs. On sait qu'il y a aussi la formation parisienne qui est très performante et à tout moment, on a un jeune City qui pourrait éclore et trouver la bonne formule avec Luis Enrique. Moi, j'ai quand même envie de miser sur 2 jeunes profils pour compléter cet effectif parisien. À droite, d'abord, je fonce sur Saïd Koumbedi, le joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui est déjà passé d'ailleurs par la formation parisienne, qui a encore 2 ans de contrat et je me dis que Koumbedi c'est le profil idéal pour avoir un joueur intéressant dans un rôle de doublure et quelqu'un qui pourrait continuer à progresser. Koumbedi n'a que 20 ans, il compte une 60aine de matchs à son actif avec l'Olympique Lyonnais. Alors tout n'a pas été parfait dans le parcours de Koumbedi à l'OL, mais moi j'ai vraiment bien apprécié les dernières apparitions de Koumbedi sous Paulo Fonseca. J'ai vu un jeune joueur qui a progressé, qui a montré des garanties dans un jeu, même qui s'est parfaitement impliqué dans la proposition offensive. On sait que Koumbedi peut aussi se projeter vers l'avant. Alors évidemment, Hakimi c'est la référence absolue, c'est difficile de faire aussi bien que lui, mais c'est ça aussi la logique de prendre une doublure. Et moi dans cet idéal, Koumbedi c'est le joueur qu'il faut, il serait pas trop cher, l'Olympique Lyonnais en attendrait aux alentours de 10 millions d'euros, et pour moi le PSG serait un contexte idéal, il serait entouré de très très bons joueurs pour progresser, et puis il aura forcément du temps de jeu, parce que comme je vous l'ai dit, Hakimi partira à la CAN, et puis surtout Hakimi ne peut pas jouer 60 matchs par saison. En résumé, j'espère vous avoir convaincu, mais pour moi vraiment Koumbedi en doublure, ça match à 100% avec le Paris Saint-Germain. Pour le latéral gauche et le remplaçant de Nuno Mendes, c'est aussi un joueur jeune que j'ai envie de voir arriver au Paris Saint-Germain. J'ai choisi de prendre une piste qui a déjà été évoquée d'ailleurs dans la presse, c'est Keita Kosugi, ce jeune latéral gauche japonais de 19 ans qui évolue à Djurgårdens en Suède, qui a été demi-finaliste de la Conference League, qui a d'ailleurs joué contre Chelsea, et moi j'aimerais beaucoup le voir débarquer au PSG parce que moi c'est le joueur que j'attends de la part de Luis Campos, un jeune qui sort un petit peu des radars, quelqu'un qu'on n'attend pas forcément avoir débarqué au PSG, un joueur aussi avec une grosse marge de progression devant lui. Il a des stats de participation offensive assez intéressantes avec Djurgårdens, il est impliqué sur 8 buts depuis son arrivée en Suède, et c'est un petit peu le même cas que Koumbedi. Il faut prendre un jeune qui rentre dans ce moule collectif du PSG sans avoir quelqu'un qui pourrait passer devant Nuno Mendes, et encore une fois, vu le niveau affiché par le Portugais, c'est difficile de trouver ce joueur. Moi, Kosugi, ça serait pas mal de le voir sur le banc du PSG. Pour avoir vu quelques séquences de lui pour préparer cette vidéo, j'ai entreaperçu un vrai bon potentiel, et sur le banc du PSG, je pense qu'il serait pas trop. Il pourrait faire l'affaire sur les matchs de Ligue 1 à la portée des remplaçants du PSG, également Coupe de France. Petite interrogation sur la Ligue des Champions, parce que c'est quand même le niveau d'élite, et on sait pas trop ce que pourrait donner Kosugi là-dessus, mais au niveau du montant du transfert, Djurgårdens est pas trop gourmand, espère 8 millions d'euros sur ce dossier, donc pareil, c'est une opportunité de marché à saisir, et Kosugi, ce serait vraiment sympa de voir un japonais, encore un, débarquer en Ligue 1. Pour le milieu de terrain, je vais remettre sur le devant de la scène un profil que
j'apprécie énormément, je l'avais déjà cité dans mon mercato idéal pour hors-jeu, c'est bien sûr Stanislav Lobotka. Alors c'est vrai qu'il a 30 ans et que ça convainc pas tout le monde de faire venir un joueur assez âgé dans ce PSG actuel. On voit beaucoup de jeunesse, mais pour moi, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience et Lobotka, c'est parfait à 100%. C'est quelqu'un qui connaît le haut niveau d'un championnat européen. Il a été champion à 2 reprises avec Naples. Il a déjà disputé pas mal de matchs de Coupe d'Europe. C'est un international slovaque, donc il connaît aussi la pression de l'Euro. Vraiment, pour moi, si Luis Enrique désire avoir des remplaçants de haut niveau, c'est Lobotka le nom qu'il faut aller chercher. En plus, en termes d'annualité de transfert, Naples en attendrait aux alentours de 25-30 millions d'euros pour un joueur qui a quand même rendu beaucoup de services aux Napolitains, qui pourra avoir une porte de sortie après toutes ces belles années en Serie A. Puis sur l'aspect technique, Lobotka, c'est pas du tout un bourrin. On parle beaucoup de son activité parce que c'est un mec qui fait beaucoup de pressing, qui travaille énormément pour l'équipe, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de séquences où il est très intéressant, balle au pied, qui prend des initiatives, qui participe au jeu, même si évidemment les 30 derniers mètres sont réservés à d'autres joueurs pour finir les actions, mais Lobotka participe activement à cette construction. Et puis avoir un joueur qui a été performant sous plusieurs entraîneurs à Naples, que ce soit Spalletti, Conte, et puis désormais au Paris Saint-Germain, je l'espère. J'insiste, mais si le PSG veut s'améliorer au niveau de son banc de touche et avoir des joueurs qui peuvent apporter à tout instant s'il y a des blessures, des suspensions, Lobotka, c'est un nom idéal. Après, on a vu d'autres noms très intéressants sortir dans la presse. Je pense à Carlos Baleba, le milieu camerounais de Brighton qui a été évoqué, qu'on connaît bien en Ligue 1, qui a joué du côté du LOSC. Mais Baleba, s'il vient, est-ce que ce serait pour être un remplaçant, un titulaire en concurrence avec Fabien Ruiz? Difficile aussi de sortir un des 3 milieux tellement ils ont été bons et performants la saison passée avec le PSG. Je pense que vous l'avez compris, j'apprécie beaucoup Lobotka parce que je regarde de temps en temps la Serie A et vraiment à chaque fois que je le vois, j'apprécie les performances de ce joueur. Mais si on veut un remplaçant fiable du côté du PSG qui ne gênerait pas les titulaires et qui pourrait pas non plus freiner la progression de tous les jeunes, Lobotka pour moi ça sent quand même la très bonne pioche. Enfin, on a un joueur offensif à faire venir du côté du PSG et pareil dans une logique d'être remplaçant plus, d'être ce joueur capable de rentrer à la 60e, 65e minute d'apporter, mais aussi d'être fiable quand on fait appel à lui en tant que titulaire. Et là, c'est pas évident parce qu'à Paris, il y a quand même une hiérarchie qui s'est dégagée avec Vara à gauche, Dembélé en 9 et Doué à droite avec Barcola qui alterne selon les besoins. Moi, j'aimerais beaucoup voir Magnès Akliouche. Je sais que c'est un nom qui convainc pas tout le monde parce que c'est un joueur qui a atteint ses limites, qui a un certain plafond de verre. Et moi, justement, je vous avoue, je ne sais pas jusqu'où peut aller ce joueur. Je serais très curieux de le voir au PSG entouré de tous ces bons joueurs et surtout avec un coach Luis Enrique qui a fait progresser énormément de jeunes éléments. Je prends le cas de Désiré Doué, même si peut-être tout n'est pas comparable avec Akliouche qui avait plus d'expérience que Doué en Ligue 1 au moment où le jeune Rennais est arrivé à Paris l'été dernier. Mais on sait que Doué, c'est quelqu'un qui devait s'améliorer, apprendre et puis peut-être avoir un moment de déclic. Est-ce que ça l'arrivait dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Lui, il a eu au bout de 6 mois et ça a été incroyable. Une année 2025 pour le moment qui est magistrale de la part de Désiré Doué. Et je dis pas qu'Akliouche suivrait le même chemin, mais c'est un joueur quand même qu'on a vu à Monaco être très performant en Ligue des Champions, en Ligue 1, faire de gros matchs contre le PSG. En LDC, il a été bon contre le Barça, contre le Benfica. Et moi, j'ai envie de voir Akliouche dans un contexte où il va être attendu, où il va devoir se développer, être un petit peu plus dans la concurrence aussi, titiller, un petit peu lâcher les chevaux et montrer de quel bois il se chauffe. C'est un joueur qui a énormément de talent, il l'a montré à Monaco, c'est quelqu'un qui peut évoluer en plus dans plusieurs registres, il peut évoluer sur un côté, en 10, un peu plus reculé au milieu de terrain, donc pareil, si Lucho a besoin de faire appel à lui selon les besoins de l'effectif, il pourrait compter sur un joueur assez polyvalent, et puis d'un point de vue technique, je trouve qu'Akliouche c'est quand même un joueur qui est très beau à voir jouer, et il serait capable vraiment de rentrer dans ce collectif parisien, avec l'intention de faire des passes, de créer par le dribble, d'être aussi un finisseur, on sait qu'il doit progresser là-dessus, et je trouve qu'il est sur la bonne voie, mais aussi d'être un travailleur. Akliouche c'est quand même un joueur qui a des bonnes données sur les tacles, sur les interceptions, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire les efforts, et on sait que pour ce nouveau PSG c'est essentiel de se dépenser là-dessus, donc vraiment moi Akliouche je me dis pourquoi pas, on sait que Monaco en demande beaucoup, ça parle de 70 voire 80 millions d'euros, je pense que ça pourrait se régler sur un peu moins, il y a d'autres clubs qui étaient intéressés comme Leverkusen, mais moi Akliouche je me dis que ça pourrait finalement aller au PSG au cours du mois d'août, quand il y aura peut-être plus qu'un seul prétendant pour venir là-dessus, et j'insiste, le PSG a besoin d'un nouveau joueur offensif pour étoffer son banc de touche. Akliouche pareil, j'ai vraiment envie de le voir dans la capitale, et puis pourquoi pas lui aussi se rapprocher de l'équipe de France, même s'il y a beaucoup de monde à son poste, que c'est difficile, c'est vrai qu'il est dans l'équipe idéale pour peut-être atteindre cet objectif d'ici la Coupe du Monde 2026. Donc là, on est sur les arrivées pour cet été 2025, avec plusieurs noms, Zabarni, Kosugi, Koumbedi, Lobotka et Akliouche. J'ai réservé un petit bonus parce que je pense que le PSG doit anticiper aussi sur l'été 2026. Je vous l'ai dit, Marquinhos devrait s'en aller, et pour moi, le Paris Saint-Germain doit foncer sur un jeune défenseur central néerlandais. Son nom est sorti d'ailleurs dans la presse pour renforcer le PSG dès cet été, mais moi, dans une logique d'anticipation, je le signerai d'abord là maintenant, et je le renverrai en prêt pour terminer sa saison du côté du PSV Eindhoven, puisque c'est Ryan Flamingo, le jeune défenseur central néerlandais qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a un prix,
on parle d'une possibilité à 25 millions d'euros. Moi, je me dis que ce serait hyper intéressant pour le PSG de foncer là-dessus, au moins de le cadenasser, de l'avoir sous ses ordres, histoire de préparer l'avenir et de ne pas se retrouver à découvert pour dépenser certaines sommes mirobolantes, comme on a pu le voir sur Zabarni. Donc moi, je rajoute pour ce mercato d'été un dernier transfert, celui de Ryan Flamingo, afin d'avoir un coup d'avance et ne pas se retrouver à payer le double, voire le triple lors du mercato suivant. Vraiment, c'est un défenseur qui s'est montré à son avantage en Eredivisie, mais aussi en Ligue des Champions, où il a livré de très belles perfs, notamment contre la Juventus en barrage. Donc Ryan Flamingo, j'insiste, ça me paraît être intéressant dans un profil de remplaçant, puis surtout par rapport au prix, un joueur que tu pourrais encore développer. Ça correspond à ce que veulent Luis Enrique et Luis Campos sur le marché des transferts. En plus, là vraiment, j'insiste, mais le prix me paraît, je vais pas dire dérisoire, parce que c'est quand même 25 millions d'euros, mais je me dis que pour le PSG, c'est pas une somme non plus qui est déraisonnable. Et là, on serait vraiment sur un joueur d'avenir qui découvrirait le club de la capitale à l'été 2026. Donc voilà ce que donne mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. Alors j'ai mis pareil des prix, ce sont des estimations, ça peut être un peu moins, un peu plus. En tout cas, on commence avec Zabarni, 65 millions d'euros, le défenseur central, le joueur clé à aller chercher sur ce mercato. Ensuite, les remplaçants pour les latéraux avec Koumbedi 12 millions d'euros, Kusugi à gauche pour 8 millions d'euros, au milieu de terrain Lobotka pour 25 millions d'euros, Akliouche pour 50 millions d'euros sur le front de l'attaque, et puis Flamingo, histoire d'anticiper, de préparer l'avenir à 25 millions d'euros. On arrive à un bilan de 185 millions d'euros, ça peut monter, comme je vous l'ai dit, à plus de 200 selon les bonus, tout ça, mais moi ça me paraît être intéressant pour le PSG, parce que voilà, on sait qu'on a certains mercatos qui ont été très onéreux et qui n'ont pas apporté toutes les satisfactions attendues. En plus, je vous ai mis les ventes possibles à 70 millions d'euros, sans évoquer les joueurs en prêt qui doivent repartir. Donc pour moi, on serait sur un mercato plutôt à l'équilibre. On dépenserait peut-être un petit peu plus qu'on vendrait, mais pour le Paris Saint-Germain, avec tous les revenus débloqués, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, ils peuvent se permettre pour moi ce genre de coup. Donc voici, après tout ce beau mercato idéal effectué, les ventes, les arrivées, ce que donnerait l'effectif du PSG. Donc vous pouvez voir que tous les postes ont été doublés, notamment le jeune Noam Camara, que je continue d'inclure dans la rotation parce que c'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. On sait que Luis Enrique donne sa chance aussi aux jeunes. C'est pas parce qu'il y a eu un beau mercato qu'il faut totalement délaisser la formation. Depuis une dizaine d'années, le club parisien travaille très bien là-dessus, donc faut pas du tout couper ce lien. Et puis vous pouvez voir, voilà, Lobotka en remplaçant de Fabian, Akliouche par rapport à Doué. On pourrait faire un peu plus, bien sûr, une de recrues supplémentaires, histoire d'avoir ce banc de touche finalement très étoffé, mais après il faudrait pas non plus que ça frustre certains et avoir un temps de jeu limité, parce qu'il y a 34 journées de Ligue 1, on sait qu'il y aura un 11 qui sera là pour la Ligue des Champions, donc c'est pas non plus l'idée d'avoir un banc de touche qui ne te sert à rien, et sur des joueurs que tu pourrais pas lancer à tout instant. Là pour moi, l'équilibre est respecté entre titulaires, remplaçants, jeunesse, expérience. Moi ça me paraît plutôt opportun. Et évidemment, pour ceux qui voudraient avoir un aperçu, voici le 11 remplaçant, parce que finalement je me concentre vraiment sur ces profils de complément pour le Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir que c'est un 11 qui a de l'allure, qui tiendrait bien la route. Je pense qu'en Ligue 1 ça termine au minimum podium, voire si ce n'est mieux, parce qu'avec des joueurs comme Barcola, Akliouche ou voire Ramos, t'as quand même une sacrée triplette devant, et puis Zabarni qui est quand même un très bon défenseur central. Donc pour moi c'est un mercato idéal qui a du sens, qui est raisonnable, qui rentre parfaitement dans l'idée que veut Luis Campos sur le marché des transferts. Ces jeunes à fort potentiel à aller chercher, et puis pour Luis Enrique, d'un point de vue sportif, bien sûr c'est ce qu'on recherche, cette équipe bis, ce 11 remplaçant qui te donne assez de garanties, qui serait, je pense, plus que compétitif, notamment pour les matchs à faire tourner, Coupe de France, Ligue 1, voire Ligue des Champions s'il y a besoin. On arrive donc au bout de ce mercato idéal Paris Saint-Germain été 2025. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je faisais ça en format long. Vraiment, c'était très palpitant de se mettre dans la peau d'un directeur sportif et d'étudier cas par cas, voir un petit peu les possibilités du mercato. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et si vous voulez surtout me soutenir, n'hésitez pas, le like, l'abonnement, le commentaire pour continuer à faire grandir la chaîne. On est aussi disponible en podcast sur TikTok, sur Insta. Vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus foot.